Le 15 septembre 2010, une femme de 35 ans frappe à la porte d'une petite maison dans le quartier de Triana, à Séville. Elle tient par la main 3 enfants au regard fatigué, une fillette de 7 ans, un garçon de 4 ans et un bébé dans ses bras. La grand-mère qui ouvre la porte ne la reconnaît pas immédiatement. Puis, ses yeux s'écarquillent d'incrédulité. Carmen Hernandez, sa petite fille, disparue depuis 12 ans dans le sud de la France, avec son mari Diego, se tenait devant elle. Mais où était Diego? Et d'où venaient ces 3 enfants? Carmen ne dira qu'une seule phrase ce jour-là. Diego est mort. Nous n'avons nulle part où aller. Ce qui allait suivre révélerait l'une des histoires les plus troublantes de disparition et de captivité moderne jamais documentées en Europe. Comment une femme peut-elle disparaître pendant plus d'une décennie et réapparaître avec 3 enfants nés de nulle part? La vérité derrière ces 12 années perdues défierait tout ce que les autorités espagnoles et françaises croyaient savoir sur le sort des travailleurs migrants. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'histoire de Carmen et Diego Hernandez commence dans les rues étroites du quartier de Triana, à Séville, au printemps 1998. Carmen, alors âgée de 23 ans, avait grandi dans une famille de travailleurs saisonniers. Son père, José Hernandez, était maçon, et sa mère, Rosa, travaillait comme femme de ménage dans les hôtels du centre-ville. La famille vivait dans un petit appartement au 2e étage d'un immeuble ocre typique de l'Andalousie, avec vue sur les toits de tuiles rouges et les antennes paraboliques qui se multipliaient à cette époque. Carmen avait rencontré Diego 3 ans plus tôt, en 1995, lors d'une fête de quartier. Diego Hernandez, il portait le même nom de famille, sans être parent, était originaire d'Almeria et avait 2 ans de plus qu'elle. Grand, les cheveux noirs et les mains calleuses d'un homme habitué au travail manuel, il était arrivé à Séville pour chercher du travail dans le secteur de la construction. Leur mariage civil avait eu lieu en février 1997, dans une petite cérémonie familiale à la mairie de Séville. Le couple louait un studio de 30 mètres carrés dans la Calle Betis, près du Guadalquivir. Diego travaillait sporadiquement comme aide-maçon, mais le secteur du bâtiment traversait une période difficile à la fin des années 90 en Andalousie. Carmen, qui avait quitté l'école à 16 ans, enchaînait les emplois temporaires, serveuse dans les bars à tapas, aide dans une boulangerie, vendeuse au marché de Triana le jeudi matin. Leurs revenus combinés atteignaient rarement les 80 000 pesetas par mois, à peine suffisants pour survivre. C'est leur voisin, Antonio Valdés, un homme d'une 50aine d'années qui travaillait depuis des années dans les vendanges françaises, qui leur parla des opportunités dans le sud de la France. Là-bas, vous pouvez gagner en 3 mois ce que vous gagnez ici en 1 an, leur répétait-il, en buvant une bière sur les marches de l'immeuble pendant les chaudes soirées de mai 1998. Antonio décrivait les vignobles du Languedoc-Roussillon comme un Eldorado pour les travailleurs espagnols, logement gratuit, 3 repas par jour, et des salaires qui permettaient de revenir en Espagne, avec assez d'économies pour voir l'avenir différemment. Les Hernandez avaient économisé pendant des mois pour ce voyage. Carmen gardait leur peseta dans une boîte de thé cachée derrière les casseroles de leur petite cuisine. Diego avait vendu sa vieille Vespa pour ajouter à leur pécule. Au total, ils avaient réuni l'équivalent de 400 000 pesetas, une somme considérable pour eux à l'époque. La région du Languedoc-Roussillon, dans le sud de la France, était effectivement connue pour attirer des milliers de travailleurs saisonniers chaque été. Les vignobles s'étendaient sur des centaines d'hectares, depuis Montpellier jusqu'à la frontière espagnole, et la demande de main-d'œuvre pendant les vendanges était énorme. Les propriétaires de domaines viticoles recrutaient traditionnellement des équipes d'Espagnols, de Portugais et de Maghrébins pour la saison qui s'étendait de fin août à début octobre. Carmen et Diego n'étaient pas naïfs. Ils savaient que certains employeurs peu scrupuleux profitaient de la vulnérabilité des travailleurs étrangers.
Mais Antonio Valdés leur avait donné des contacts précis, des noms de propriétaires de domaines, des numéros de téléphone, même des adresses écrites à la main sur un bout de papier jauni. Demandez Jean-Luc Vasseur au domaine des Oliviers, près de Béziers, leur avait-il dit. C'est un bon patron, il traite bien ses gens. Le plan était simple. Eux partir début juillet, s'installer dans la région, trouver un emploi pour les vendanges de septembre et rentrer à Séville en octobre avec assez d'argent pour prendre un nouveau départ. Carmen rêvait d'ouvrir une petite épicerie dans leur quartier. Diego parlait de monter sa propre entreprise de maçonnerie avec un ami. Leurs familles respectives étaient inquiètes mais compréhensives. La mère de Carmen, Rosa, avait pleuré le jour de leur départ, mais elle savait que ses enfants n'avaient pas d'autre choix pour améliorer leur situation. « Appelez-nous dès que vous arrivez », avait-elle répété en serrant sa fille dans ses bras, « et écrivez-nous chaque semaine ». Le contexte économique de l'Espagne en 1988 rendait ce type d'émigration temporaire très fréquent. Le taux de chômage atteignait encore 18%, particulièrement élevé chez les jeunes sans qualification. Pour des couples comme Carmen et Diego, l'émigration saisonnière représentait souvent la seule opportunité d'échapper au cercle vicieux de la précarité. Le matin du 12 juillet 1998, Carmen et Diego Hernandez quittent Séville à bord d'un autobus de la compagnie Eurolines, destination Montpellier. Leur départ avait été minutieusement planifié. Ils portaient chacun un grand sac de sport, contenant leurs vêtements de travail, quelques effets personnels et leurs papiers d'identité. Carmen avait également emporté une petite valise avec des photos de famille et les coordonnées de tous leurs contacts en France. Le voyage durait 12 heures, avec un changement à Barcelone. Plusieurs voisins les avaient vus monter dans l'autobus à la station de la Plaza de Armas à 6h30 du matin. Antonio Valdés lui-même était venu leur dire au revoir et leur avait remis une dernière fois la liste des contacts dans le Languedoc. Ils arrivent à Montpellier le soir même, vers 18h. Selon les témoignages recueillis plus tard par la police, plusieurs passagers espagnols du même autobus se souviennent d'avoir vu le couple descendre à la gare routière avec leurs bagages. Une femme, Maria Santos, originaire de Murcie, se rappelle même avoir échangé quelques mots avec Carmen en attendant les bagages. Elle était nerveuse, mais excitée. Elle m'a dit qu'ils allaient travailler dans les vignes près de Béziers. De la gare routière de Montpellier, Carmen et Diego prennent un train régional vers Béziers, une ville de 70 000 habitants située au cœur de la région viticole. Le trajet dure 1 heure. À Béziers, ils descendent à la gare SNCF vers 20h15. C'est là que leurs traces se perdent pour la première fois. Selon leur plan initial, ils devaient prendre contact avec Jean-Luc Vasseur du domaine des Oliviers dès leur arrivée. Mais les téléphones portables étaient encore rares en 1998 et les cabines téléphoniques de la gare étaient occupées ou hors service ce soir-là. Ils décident de passer la nuit dans un petit hôtel près de la gare, l'hôtel du commerce, et de se rendre au domaine le lendemain matin. La réceptionniste de l'hôtel du commerce, Françoise Caillot, se souvient parfaitement du couple espagnol qui a pris une chambre ce soir-là. Ils étaient polis, mais ils parlaient très peu français, témoignera-t-elle plus tard. La femme parlait un peu mieux que l'homme. Ils ont payé d'avance pour une nuit en espèces, et ils ont demandé comment aller au domaine des Oliviers. Françoise Caillot leur avait expliqué que le domaine se trouvait à une 15aine de kilomètres de Béziers, accessible uniquement en voiture ou en taxi. Elle leur avait proposé d'appeler un taxi pour le lendemain matin, mais Diego avait répondu qu'il préférait prendre l'autobus s'il y en avait un. La réceptionniste leur avait alors donné les horaires de la ligne d'autobus régionale qui desservait les villages viticoles. Le matin du 13 juillet 1998, Carmen et Diego quittent l'hôtel vers 8h. Françoise Caillot les voit partir avec leurs bagages en direction de l'arrêt d'autobus situé place Jean Jaurès, à 5 minutes à pied de l'hôtel. Plusieurs témoins les aperçoivent dans la matinée. Le chauffeur de l'autobus de 9h15 se souvient d'un couple espagnol avec de gros sacs qui a pris son bus en direction de Murviel-les-Béziers.
Murviel-les-Béziers est un petit village de 2000 habitants situé dans les collines, au nord de Béziers, entouré de vignobles, à perte de vue. L'autobus les dépose sur la place du village vers 10 heures. C'est là que commence le mystère. Personne dans le village ne se souvient avoir vu le couple après leur descente de l'autobus. Le domaine des Oliviers se trouve à 3 kilomètres du centre du village, accessible par un chemin de terre qui serpente entre les vignes. Normalement, Carmen et Diego auraient dû soit marcher jusqu'au domaine, soit demander des indications aux habitants du village. Mais aucun témoignage ne les situe dans cette période cruciale entre 10 heures et midi, le 13 juillet 1998. Ce qui rend leur disparition encore plus troublante, c'est qu'ils n'arrivent jamais au domaine des Oliviers. Jean-Luc Vasseur, contacté plus tard par les enquêteurs, confirme qu'aucun couple espagnol ne s'est présenté chez lui ce jour-là, ni les jours suivants. « J'attendais plusieurs équipes d'Espagne cette semaine-là », expliquera-t-il. « Je connaissais Antonio Valdés depuis des années. Ses recommandations étaient toujours fiables. Quand ses protégés ne sont pas venus, j'ai pensé qu'ils avaient changé d'avis ou trouvé un autre employeur. Les premières inquiétudes surgissent le 20 juillet, soit une semaine après leur arrivée prévue au domaine. Carmen avait promis à sa mère d'appeler dès qu'ils seraient installés. Rosa Hernandez attend jusqu'au dimanche 19 juillet avant de commencer à s'inquiéter sérieusement. Le lundi matin, elle téléphone à Antonio Valdés pour lui demander des nouvelles. Antonio Valdés appelle immédiatement Jean-Luc Vasseur depuis une cabine téléphonique. La conversation est brève, mais alarmante. Le couple n'est jamais arrivé au domaine. Vasseur suggère qu'ils ont peut-être trouvé un emploi ailleurs, ce qui arrive fréquemment avec les travailleurs saisonniers. Mais Antonio connaît Carmen et Diego. Ils auraient donné des nouvelles, surtout à leur famille. Le 22 juillet 1998, Rosa Hernandez se rend au commissariat de police de Séville pour déposer une plainte pour disparition. L'accueil est mitigé. Les policiers espagnols expliquent que beaucoup de travailleurs saisonniers partent sans donner de nouvelles pendant des semaines, absorbés par leur nouveau travail. Ils conseillent d'attendre encore quelques jours avant de s'alarmer. Mais Rosa insiste. Elle fournit aux policiers tous les détails du voyage de sa fille. Les billets d'autobus, l'adresse de l'hôtel à Béziers, les contacts dans les vignobles. Le dossier est transmis à Interpol et aux autorités françaises le 25 juillet 1998. En France, l'enquête préliminaire est menée par la gendarmerie de Béziers. Les gendarmes interrogent rapidement Françoise Caillot à l'hôtel du commerce, le chauffeur d'autobus, et Jean-Luc Vasseur au domaine des Oliviers. Tous confirment les éléments connus. Le couple est bien arrivé à Béziers, a passé une nuit à l'hôtel, a pris l'autobus pour Murviel-les-Béziers le lendemain matin, puis a disparu. Les recherches se concentrent d'abord sur la route entre Murviel-les-Béziers et le domaine des Oliviers. Les gendarmes vérifient tous les fossés, interrogent les habitants des maisons isolées, contactent les autres propriétaires de vignobles de la région. Aucune trace du couple. Une hypothèse émerge rapidement. Carmen et Diego ont pu être victimes d'un accident sur la route départementale qui mène au domaine. Mais aucun accident impliquant des piétons n'a été signalé dans la région ces jours-là. De plus, leurs bagages n'ont jamais été retrouvés. L'enquête révèle un détail troublant. Le 13 juillet 1998, plusieurs équipes de travailleurs saisonniers espagnols étaient arrivées dans la région. Certains propriétaires de vignobles peu scrupuleux profitaient de cette arrivée massive pour proposer des emplois à des conditions douteuses, sachant que les travailleurs sans papier ou en situation précaire accepteraient n'importe quoi. Marcel Fontaine, brigadier-chef à la gendarmerie de Béziers et responsable de l'enquête, développe une théorie différente. Ces gens-là ont pu être approchés par quelqu'un qui leur a proposé un travail ailleurs, avec de meilleures conditions. Dans l'urgence et l'excitation, ils ont suivi cette personne sans prendre le temps de prévenir leur famille. Cette hypothèse expliquerait pourquoi aucune trace de violence n'a été trouvée, pourquoi leurs bagages ont disparu avec eux, et pourquoi personne ne les a vus après leur arrivée à Murviel-les-Béziers. Quelqu'un les attendait peut-être sur la place du village, ou les a abordés alors qu'ils cherchaient leur chemin vers le domaine des Oliviers.
Les mois qui suivent la disparition de Carmen et Diego transforment radicalement la vie de leurs familles respectives. Rosa Hernandez, la mère de Carmen, développe une obsession pour l'enquête française qui avance au ralenti. Chaque matin, elle se rend au commissariat de police de Séville pour demander des nouvelles, jusqu'à ce que les agents lui expliquent gentiment mais fermement qu'ils ne peuvent pas la tenir informée quotidiennement. José Hernandez, le père de Carmen, réagit différemment. Homme de peu de mots, habitué aux dures réalités de la vie ouvrière, il refuse d'abord d'accepter que sa fille ait simplement disparu. En septembre 1998, il prend 2 semaines de congé sans solde de son travail de maçon et se rend en France avec ses économies. Il parcourt tous les villages viticoles, entre Béziers et Montpellier, montrant la photo de Carmen et Diego à tous ceux qui acceptent de l'écouter. Son français rudimentaire et son désespoir visible touchent plusieurs habitants de la région. Une femme âgée de Murviel-les-Béziers, Germaine Fabre, se souvient particulièrement de cette rencontre. Ce pauvre homme montrait la photo de sa fille partout. Il ne parlait presque pas français, mais on voyait sa douleur. J'ai essayé de l'aider, mais je n'avais rien vu ce jour-là. José Hernandez rentre en Espagne 2 semaines plus tard, bredouille, mais convaincu que quelque chose de grave est arrivé à ses enfants. Il rapporte à sa femme une impression troublante. Trop de gens détournent les yeux quand je montre les photos. Ils cachent quelque chose. L'enquête officielle française piétine rapidement. Marcel Fontaine, le gendarme responsable du dossier, fait face à plusieurs obstacles majeurs. D'abord, l'été 1998 est particulièrement chargé en disparitions et incidents dans la région. 3 accidents mortels sur les routes départementales, 2 noyades dans les rivières et pas moins de 7 signalements de personnes disparues, pour la plupart des travailleurs saisonniers qui avaient simplement changé d'employeur sans prévenir leur famille. De plus, le système informatique de liaison entre les gendarmeries françaises et la police espagnole fonctionne encore de manière archaïque en 1998. Les informations circulent lentement, souvent par fax ou courrier postal, ce qui complique le suivi des dossiers transnationaux. Marcel Fontaine développe cependant une conviction personnelle sur l'affaire Hernandez. Lors d'un entretien accordé bien plus tard au journal Midi Libre, il expliquera « Ce couple était différent des autres cas de disparition. Ils avaient un plan précis, des contacts vérifiés, de l'argent pour tenir plusieurs semaines. Ce ne sont pas des gens qui disparaissent sur un coup de tête ou qui oublient de donner des nouvelles. » Au fil des mois, l'enquête révèle des éléments troublants sur l'économie souterraine du travail saisonnier dans la région. Plusieurs témoignages anonymes parviennent à la gendarmerie, évoquant l'existence de réseaux d'exploitation de travailleurs étrangers. Ces réseaux opéreraient dans des propriétés isolées, loin des routes principales, où des dizaines d'ouvriers seraient employés dans des conditions proches de l'esclavage moderne. Un témoignage particulièrement détaillé arrive en novembre 1998. Un homme se présentant comme un ancien travailleur saisonnier portugais appelle la gendarmerie depuis une cabine téléphonique. Il raconte avoir travaillé l'année précédente dans une exploitation viticole où les ouvriers étrangers étaient logés dans des baraquements sans fenêtres, nourris une seule fois par jour et payés une fraction du salaire promis. Quand quelqu'un voulait partir, on lui disait que ses papiers étaient déconfisqués pour sa sécurité. Ceux qui insistaient, il disparaissait. L'homme refuse de donner son nom ou de rencontrer les gendarmes, mais il fournit une indication précieuse. Ces exploitations clandestines se trouveraient dans le triangle formé par les villages de Rougeant, Gabian et Faugères, une zone de collines isolée au nord-ouest de Béziers. Marcel Fontaine organise plusieurs opérations de vérification dans cette zone au printemps 1999. Les gendarmes visitent officiellement toutes les propriétés viticoles déclarées, interrogent les propriétaires, inspectent les logements des travailleurs saisonniers. Tout semble conforme à la législation. Mais plusieurs propriétaires montrent des signes de nervosité inexpliqués et certaines installations semblent sous-utilisées par rapport à leur capacité théorique. Pendant ce temps, en Espagne, les familles Hernandez vivent un calvaire psychologique qui s'aggrave avec le temps. Rosa Hernandez tombe dans une dépression profonde.
Elle refuse de ranger les affaires de Carmen, maintient sa chambre exactement comme elle était avant son départ, et développe la conviction que sa fille va rentrer un jour prochain. José Hernandez, lui, sombre dans l'alcool. Ses collègues de travail témoigneront plus tard qu'il était devenu irascible, qu'il se battait pour des riens, et qu'il répétait obsessionnellement que les Français cachent la vérité sur Carmen et Diego. Il perd son travail en mars 1999, après une altercation avec son contremaître. La famille de Diego, basée à Almeria, réagit différemment mais avec la même douleur. Sa sœur aînée, Pilar Hernandez, une femme pragmatique qui travaille comme comptable dans une coopérative agricole, tente de maintenir le contact avec les autorités françaises. Elle écrit régulièrement à Marcel Fontaine, envoyant des lettres en français approximatifs où elle supplie les gendarmes de ne pas abandonner l'enquête. Au bout d'un an, en juillet 1999, l'affaire Hernandez est officiellement classée en disparition inquiétante sans suite. Les recherches actives s'arrêtent, mais le dossier reste ouvert. Marcel Fontaine, qui prend sa retraite en 2003, confiera le dossier à son successeur avec une note personnelle « Je suis convaincu que ce couple a été victime d'un réseau d'exploitation. La vérité émergera un jour. » Les années passent et l'histoire de Carmen et Diego devient une légende locale dans le quartier de Triana. Les voisins évoquent parfois les Hernandez qui ont disparu en France, surtout quand d'autres jeunes du quartier partent chercher du travail à l'étranger. Antonio Valdés, le voisin qui leur avait donné les contacts, porte le poids d'une culpabilité énorme. Il cesse complètement de recommander la France aux travailleurs saisonniers et développe une méfiance maladive envers tous les recruteurs étrangers. En 2003, 5 ans après la disparition, Rosa Hernandez fait célébrer une messe à la mémoire de sa fille et de Diego dans l'église de Triana. Elle a finalement accepté l'idée qu'ils puissent être morts, mais elle refuse toujours de vider leur appartement de la cale bêtise. Le propriétaire, touché par sa douleur, maintient le loyer au même niveau pendant des années. José Hernandez meurt d'une cirrhose en décembre 2005 à 58 ans. Sur son lit de mort, ses derniers mots cohérents sont pour sa femme. « Rosa, promets-moi de continuer à chercher Carmen. Elle est quelque part. Je le sais. » C'est exactement à cette époque, dans l'hiver 2005-2006, que la situation de Carmen va connaître un tournant dramatique dans un lieu que ni sa famille ni les enquêteurs français n'avaient jamais imaginé. L'hiver 2005-2006 est particulièrement rigoureux dans le sud de la France. Les températures descendent jusqu'à -8 degrés dans l'arrière-pays biterrois, un phénomène rare dans cette région méditerranéenne habituellement clémente. Cette vague de froid exceptionnelle va provoquer des dégâts considérables dans les exploitations agricoles, mais elle va surtout déclencher une série d'événements qui, 4 ans plus tard, permettront enfin de lever le voile sur le mystère Hernandez. Le 15 janvier 2006, vers 5 heures du matin, un incendie se déclare dans un bâtiment agricole isolé situé sur le territoire de la commune de Faugères, dans une zone de collines couverte de vignes et de garrigues. Le feu, attisé par le vent de tramontane, consume rapidement une ancienne bergerie transformée en entrepôt viticole. Les pompiers de Béziers, alertés par un habitant du village qui a aperçu les flammes depuis sa fenêtre, arrivent sur place 40 minutes plus tard. Quand ils maîtrisent l'incendie, vers 8 heures du matin, les pompiers découvrent dans les décombres quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver là. Les restes d'installations de fortune visiblement destinées à loger des personnes. Des matelas calcinés, des ustensiles de cuisine de fortune, des vêtements brûlés et surtout des chaînes et des cadenas fixés au mur de stone. Le capitaine des pompiers, Philippe Montels, décide immédiatement d'alerter la gendarmerie. Ce n'était pas un simple entrepôt qui avait brûlé, témoignera-t-il plus tard. Les installations que nous avons trouvées suggéraient que des gens vivaient là dans des conditions inhumaines. Les chaînes au mur ne laissaient aucun doute sur le caractère forcé de leur présence. L'enquête sur l'incendie révèle rapidement des éléments troublants. Le bâtiment appartient officiellement à une société civile immobilière, la SCI Les Terrasses de Faugères, dont les associés sont difficiles à identifier.
Les registres du cadastre montrent que la propriété a été achetée en 1995 par un certain Michel Dufour, homme d'affaires de Montpellier spécialisé dans l'investissement viticole. Mais quand les gendarmes tentent de joindre Michel Dufour, ils découvrent que l'adresse fournie lors de l'achat correspond à un bureau de domiciliation commerciale qui a fermé en 2001. Le numéro de téléphone n'est plus attribué. Michel Dufour semble avoir disparu des registres administratifs. L'enquête technique sur l'incendie révèle que le feu a été allumé volontairement. Des traces d'essence sont retrouvées à plusieurs endroits du bâtiment et la propagation des flammes suit un schéma caractéristique d'un incendie criminel. Quelqu'un a manifestement voulu détruire toutes les preuves de ce qui se passait dans cette bergerie isolée. Le dossier de l'incendie criminel de Faugères est confié au lieutenant Sylvain Marchetti, un jeune gendarme de 32 ans récemment muté à la brigade de recherche de Béziers. Marchetti, qui a étudié la criminologie à l'université avant de rejoindre la gendarmerie, développe rapidement une hypothèse sur la nature des activités qui se déroulaient dans le bâtiment brûlé. Les éléments que nous avons trouvés, les chaînes, les matelas au sol, les ustensiles de fortune, évoquent un lieu de détention clandestine, note-t-il dans son rapport. La localisation isolée, l'absence d'accès routier direct et la difficulté à identifier les vrais propriétaires suggèrent une activité criminelle organisée. Sylvain Marchetti fait un lien que personne n'avait encore établi. Il compare les éléments trouvés à Faugères avec les témoignages recueillis lors des enquêtes sur les réseaux d'exploitation de travailleurs saisonniers. La bergerie brûlée se trouve exactement dans la zone géographique évoquée par le témoignage anonyme de 1988, celui qui mentionnait des exploitations clandestines dans le triangle Rougeant-Gabian-Faugères. Le lieutenant décide de ressortir tous les dossiers de disparition non élucidés de travailleurs étrangers dans la région depuis 1995. Il tombe sur l'affaire Hernandez, classée depuis 1999 mais jamais fermée définitivement. En relisant le dossier constitué par Marcel Fontaine, Marchetti établit des connexions troublantes. Carmen et Diego Hernandez ont disparu le 13 juillet 1998 à Murviel-les-Béziers, soit à 15 km exactement de la bergerie de Faugères. Leur disparition coïncide avec la période d'arrivée massive des travailleurs saisonniers dans la région. Et surtout, les témoignages anonymes de 1998 évoquaient déjà des disparitions suspectes dans cette zone précise. Marchetti prend une décision qui va changer le cours de l'enquête. Il décide d'élargir ses recherches à toutes les propriétés isolées dans un rayon de 20 km autour de Faugères, en se concentrant sur celles qui appartiennent à des sociétés difficiles à identifier ou à des propriétaires introuvables. Ces recherches cadastrales révèlent l'existence de pas moins de 12 propriétés rurales dans la région qui présentent les mêmes caractéristiques que la bergerie brûlée. Achetées dans les années 90 par des sociétés écrans situées dans des zones isolées, officiellement déclarées comme entrepôts agricoles ou résidences secondaires, mais apparemment sous-utilisées. L'une de ces propriétés attire particulièrement son attention. Une ancienne cave coopérative désaffectée, située sur la commune de Gabian, acquise en 1997 par la SCI Vignoble du Midi. Cette société a le même profil que celle qui possédait la bergerie de Faugères. Associés difficiles à identifier, adresse de domiciliation fantôme, activité réelle indéterminée. Le 3 février 2006, Sylvain Marchetti obtient un mandat de perquisition pour la cave de Gabian. Accompagné de 4 gendarmes et d'un maître-chien, il se rend sur place à l'aube pour une inspection complète des lieux. La cave coopérative désaffectée se dresse au milieu d'un paysage désolé, de vignes taillées et de garrigues roussies par l'hiver. Le bâtiment en béton, construit dans les années 60, mesure environ 40 mètres de long sur 20 de large. Officiellement abandonné depuis 1995, il devrait être vide. Pourtant, dès leur arrivée, les gendarmes remarquent des détails troublants. Des traces de pneus récentes sur le chemin d'accès, des mégots de cigarettes près de l'entrée et surtout,
une odeur caractéristique qui s'échappe du bâtiment malgré les portes fermées. L'inspection externe révèle que toutes les fenêtres ont été murées avec des parpaings, ce qui n'apparaît sur aucun plan de rénovation déposé en mairie. La porte principale, censée être une simple entrée de cave, a été renforcée avec une serrure de sécurité et des gonds anti-effraction. Ces modifications n'ont fait l'objet d'aucune déclaration administrative. Quand les gendarmes forcent l'entrée vers 7 heures du matin, ils découvrent un spectacle qui les marque à vie. L'intérieur de la cave a été divisé en plusieurs sections par des cloisons de fortune. La première partie, près de l'entrée, ressemble à un bureau sommaire avec une table, des chaises et des classeurs remplis de documents, mais c'est en progressant vers le fond du bâtiment que la véritable horreur se révèle. La partie arrière de la cave a été transformée en dortoir de fortune. 24 matelas sont disposés à même le sol de béton séparés par de simples draps tendus sur des cordes. Chaque chambre mesure à peine 2 mètres sur 2. Des chaînes sont fixées au mur, certaines encore munies de cadenas ouverts. L'odeur est insoutenable, sueur, urine, nourriture avariée et désinfectants mélangés. Mais le plus troublant, ce sont les traces de vie récentes. Des vêtements sont encore suspendus sur des ficelles, des ustensiles de cuisine traînent dans un coin aménagé en cuisine collective, et surtout, des documents personnels jonchent le sol. Cartes d'identité espagnoles, portugaises, marocaines, certaines visiblement confisquées depuis des années. Le maître chien, Rex, manifeste une agitation extrême dans la partie la plus reculée de la cave. Il gratte le sol de béton avec insistance à un endroit précis, près du mur du fond. L'inspection révèle que le béton a été coulé récemment à cet endroit, créant une dalle légèrement surélevée d'environ 3 mètres carrés. Sylvain Marchetti prend immédiatement la décision de faire venir une équipe de la police technique et scientifique de Montpellier. En attendant leur arrivée, il fait photographier minutieusement tous les éléments trouvés et commence à examiner les documents abandonnés. Parmi les papiers éparpillés, plusieurs éléments attirent son attention. D'abord, un carnet de compte tenu à la main avec des noms, des dates d'arrivée et des sommes d'argent. Les entrées s'étalent de 1996 à 2005, soit près de 10 ans d'activité. Certaines entrées portent la mention « partie », suivie d'une date. D'autres, plus troublantes, sont marquées d'une croix sans explication. Ensuite, Marchetti trouve plusieurs lettres jamais envoyées, rédigées en espagnol et en portugais. Ces lettres, visiblement écrites par des personnes retenues contre leur volonté, supplient leur famille de ne pas s'inquiéter et expliquent qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, mais ne peuvent pas téléphoner à cause de problèmes techniques. L'écriture tremblée et les ratures multiples suggèrent que ces lettres ont été écrites sous la contrainte. L'une de ces lettres, datée du 15 août 1998, fait bondir le cœur de Marchetti. Rédigée en espagnol sur du papier à en-tête d'un hôtel de Béziers, elle commence par « Querida Mama Rosa, Diego y yo, estamos bien, pero no podemos llamar ». La signature, bien que maladroite, semble être Carmen. Cette lettre n'a jamais été postée. Elle était restée dans ce bâtiment pendant plus de 7 ans, preuve que Carmen Hernandez avait bien survécu à sa disparition initiale et avait tenté de rassurer sa mère. Mais pourquoi cette lettre n'avait-elle jamais été envoyée? Et où était Carmen maintenant? L'équipe de la police scientifique arrive vers 14 heures. Dirigée par le commissaire Jean-Paul Morel, un spécialiste des crimes organisés, l'équipe procède à une inspection systématique de tous les recoins de la cave. Les prélèvements ADN sont effectués sur tous les matelas, les chaînes et les objets personnels trouvés. Mais c'est l'examen de la dalle de béton suspecte qui révèle la découverte la plus macabre. Le radar à pénétration de sol détecte la présence de plusieurs masses organiques sous le béton, à environ 50 cm de profondeur. La décision est prise de casser la dalle le lendemain matin, en présence du procureur de la République de Béziers. Le 4 février 2006, vers 10 heures, les équipes techniques percent la dalle. Ce qu'elles découvrent confirme leur pire crainte. Les restes de 3 personnes, enterrées sommairement dans la chaux vive, 2 hommes et une femme, selon les premières constatations du médecin légiste.
L'identification des victimes prendra plusieurs semaines, mais les effets personnels trouvés avec les corps permettent une première approche. L'un des hommes portait une alliance gravée Diego y Carmen, 1997. Un autre élément trouble la chronologie. Une montre arrêtée sur 23h47 avec un calendrier indiquant le 15 novembre 2005. Ces découvertes bouleversent complètement l'enquête. Si Diego Hernandez est bien mort et enterré dans cette cave, où est Carmen? La lettre de 1988 prouve qu'elle était vivante, au moins quelques semaines après leur disparition. Mais les traces de vie récentes dans la cave suggèrent que l'activité criminelle s'est poursuivie jusqu'à très récemment. L'analyse des documents trouvés révèle l'ampleur du réseau criminel. Sur près de 10 ans, plus de 150 personnes sont passées par cette cave et d'autres lieux similaires. Travailleurs espagnols, portugais, marocains, roumains, tous attirés par des promesses d'emploi saisonniers et retenus de force pour travailler dans des conditions d'esclavage modernes. Le mode opératoire était toujours le même. Les recruteurs abordaient les travailleurs dès leur arrivée dans les gares ou aux arrêts d'autobus, leur proposaient un emploi mieux payé que celui qu'ils cherchaient initialement, les emmenaient dans des propriétés isolées, puis confisquaient leurs papiers d'identité sous prétexte de formalités administratives. Une fois privés de leurs documents, les travailleurs se retrouvaient prisonniers. Ils travaillaient 12 à 14 heures par jour dans les vignes pour un salaire dérisoire, étaient logés dans des conditions inhumaines et subissaient des menaces constantes. Ceux qui tentaient de s'échapper ou de se rebeller disparaissaient purement et simplement. Le carnet de compte retrouvé dans la cave indique que cette opération criminelle générait plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Les employeurs facturaient normalement leurs services aux propriétaires de vignobles, mais ne payaient qu'une fraction dérisoire à leurs esclaves modernes, empochant la différence. Mais une question cruciale demeure sans réponse. Où est Carmen Hernandez? Les preuves suggèrent qu'elle a survécu à son mari et qu'elle était encore vivante récemment. L'incendie de la bergerie de Faugère en janvier 2006, suivi de la découverte de la cave de Gabian, indique que quelqu'un tente de faire disparaître toutes les traces de cette organisation criminelle. Sylvain Marchetti développe une nouvelle hypothèse. Carmen pourrait avoir réussi à s'échapper lors du démantèlement du réseau, ou être détenue dans un autre lieu encore inconnu. L'urgence est désormais de localiser tous les autres sites utilisés par cette organisation avant qu'ils ne soient détruits, comme la bergerie de Faugère. La course contre la montre commence. Quelque part dans l'arrière-pays du Languedoc, Carmen Hernandez pourrait encore être vivante, attendant qu'on la retrouve après 8 années d'enfer. L'enquête prend une tournure décisive le 8 février 2006, 4 jours après la découverte des corps dans la cave de Gabian. L'analyse des documents saisis permet d'identifier un nom qui revient constamment. Jean-Luc Vasseur, le propriétaire du domaine des Oliviers, celui-là même qui devait employer Carmen et Diego en juillet 1998. Cette coïncidence trouble profondément Sylvain Marchetti. Vasseur n'était-il vraiment qu'un témoin innocent ou jouait-il un rôle plus sombre dans cette affaire? Le lieutenant décide de rouvrir complètement le dossier Vasseur et découvre des éléments qui avaient échappé aux premières investigations. Jean-Luc Vasseur, 54 ans en 2006, était effectivement propriétaire du domaine des Oliviers depuis 1992. Mais les vérifications approfondies révèlent qu'il possède également, par l'intermédiaire de diverses sociétés civiles, pas moins de 6 autres propriétés dans la région. 3 de ces propriétés correspondent exactement au profil des lieux utilisés par le réseau criminel, isolés, mal référencés administrativement et officiellement sous-utilisés. Plus troublant encore, l'analyse des comptes bancaires de Vasseur montre des mouvements financiers considérables qui ne correspondent pas aux revenus normaux d'un viticulteur de sa taille. Entre 1988 et 2005, plus de 2 millions d'euros ont transité par ses comptes, provenant de sources diverses et souvent difficiles à identifier. Le 10 février 2006, Marchetti obtient un nouveau mandat de perquisition, cette fois pour le domaine des Oliviers et le domicile personnel de Vasseur. L'opération est programmée à l'aube du 12 février avec l'appui de la brigade de recherche de Montpellier et d'une équipe cynophile.
Mais Jean-Luc Vasseur a disparu. Sa femme, Monique Vasseur, explique aux gendarmes que son mari est parti 3 jours plus tôt, prétendument pour un voyage d'affaires à Bordeaux. Elle ne peut fournir aucun détail sur ce voyage, aucun numéro de téléphone où le joindre, et semble visiblement terrifiée. La perquisition du domaine des Oliviers révèle des éléments accablants. Dans le bureau de Vasseur, les enquêteurs trouvent des dossiers détaillés sur des dizaines de travailleurs saisonniers avec leurs photos, leurs coordonnées familiales et des annotations manuscrites troublantes. Le dossier Hernandez, Carmen et Diego contient leurs photos, celle-là même que José Hernandez avait montrée partout en 1998, ainsi qu'une fiche indiquant « Arrivée 13-07-98, transféré Gabian ». Problème Diego 1105, Carmen transféré Marouget. Cette mention Marouget fait bondir l'équipe d'enquêteurs. Une recherche rapide au cadastre révèle l'existence d'un ancien mât viticole de ce nom, situé dans les collines au-dessus de Roquebrun, à 30 km de Gabian. La propriété appartient à une société civile dont Jean-Luc Vasseur est l'associé majoritaire. Sans perdre une minute, Marchetti organise une intervention d'urgence au Mas Rouget. L'équipe part immédiatement, sirènes éteintes, avec l'appui du GIGN de Montpellier. L'enjeu est énorme. Si Carmen Hernandez est encore vivante, chaque heure compte. Le Mas Rouget se dresse au bout d'un chemin de terre, à peine carrossable, perdu au milieu des vignes en terrasse et de la garrigue méditerranéenne. C'est une ancienne bergerie du XVIIIe siècle, restaurée sommairement, avec des murs de pierre sèche et une toiture de tuiles rouges partiellement effondrée. Aucun signe de vie visible depuis l'extérieur. L'approche se fait avec précaution. Les gendarmes encerclement le bâtiment pendant qu'une équipe technique vérifie l'absence de système d'alarme ou de piège. Vers 15 heures, ils donnent l'assaut. À l'intérieur du mas, nouvelle découverte horrifiante. 6 personnes sont retenues prisonnières dans des conditions épouvantables. 4 hommes et 2 femmes, tous de nationalités différentes, enchaînés dans une ancienne étable convertie en prison de fortune. Parmi eux, une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux noirs, amaigrie, le regard perdu, mais dont les traits correspondent à la description de Carmen Hernandez. Carmen Hernandez, demande doucement Sylvain Marchetti en s'approchant d'elle. La femme lève les yeux, semble ne pas comprendre d'abord, puis éclate en sanglots en murmurant « Si, soy Carmen, como me habéis encontrado ?» Après 8 ans et 7 mois de captivité, Carmen Hernandez vient d'être libérée. Mais son calvaire a laissé des traces profondes. Elle pèse à peine 45 kilos, porte des marques de coups récents et semble avoir perdu la notion du temps. Quand les gendarmes lui annoncent qu'on est en février 2006, elle refuse d'abord de le croire. L'interrogatoire de Carmen, mené avec précaution par une psychologue spécialisée, révèle l'horreur absolue qu'elle a vécue. Elle confirme qu'elle et Diego ont été enlevés dès leur arrivée à Murviel-les-Béziers le 13 juillet 1998. Un homme les avait abordés sur la place du village, prétendant être envoyé par Jean-Luc Vasseur pour les conduire au domaine des Oliviers. Au lieu de cela, il les avait emmenés directement à la cave de Gabian. Pendant des années, Carmen et Diego avaient travaillé comme esclaves dans les vignobles de la région, déplacés régulièrement d'un site à l'autre pour éviter les contrôles. Diego avait tenté de s'échapper plusieurs fois, ce qui lui valait des punitions de plus en plus sévères. La dernière tentative, en novembre 2005, s'était soldée par sa mort lors d'une violente altercation avec les gardiens. Mais Carmen révèle un détail qui va bouleverser complètement l'enquête. Au cours de ses 8 années de captivité, elle a donné naissance à 3 enfants. 3 enfants dont les pères sont les membres du réseau criminel qui l'ont violée à répétition. Ces enfants, nés dans la clandestinité la plus absolue, ont grandi dans les mêmes conditions terrifiantes que leur mère. Mes enfants. Où sont mes enfants? Répète Carmen entre ses sanglots. Ils les ont emmenés il y a 1 semaine. Ils ont dit qu'ils les emmenaient dans un endroit sûr. Cette révélation déclenche une nouvelle urgence. 3 enfants innocents, âgés de 7 ans, 4 ans et moins de 2 ans selon Carmen, sont quelque part entre les mains des criminels en fuite. L'enlèvement d'enfants transforme radicalement la nature de l'enquête et mobilise immédiatement tous les moyens disponibles.
Le signalement des enfants est diffusé dans toute l'Europe. Lucia, la fillette de 7 ans, Miguel, le garçon de 4 ans, et le petit Antonio, né en 2004. Tous trois n'ont jamais eu d'existence légale. Aucun acte de naissance, aucun suivi médical, aucune trace administrative. Ils sont littéralement invisibles pour la société. L'arrestation de Jean-Luc Vasseur devient la priorité absolue. Les recherches s'intensifient dans toute la France, puis s'étendent à l'Espagne et au Portugal. Mais Vasseur semble avoir préparé sa fuite depuis longtemps. Aucune utilisation de ses cartes bancaires, aucun appel téléphonique, aucune trace de sa voiture. C'est finalement un appel téléphonique anonyme qui permet de le localiser. Le 18 février 2006, une femme appelle la gendarmerie depuis une cabine téléphonique de Perpignan. Elle explique d'une voix tremblante avoir vu un homme avec 3 jeunes enfants dans un camping de la côte espagnole près de Gérone. L'homme correspondait au signalement de Vasseur, et les enfants semblaient terrorisés et mal nourris. L'intervention conjointe de la police espagnole et française a lieu le 19 février, au petit matin dans le camping de Roses, sur la Costa Brava. Jean-Luc Vasseur est arrêté sans résistance dans un mobile home loué sous un faux nom. Les 3 enfants de Carmen sont retrouvés sains et saufs, bien qu'affaiblis et traumatisés. Le 20 février 2006, Carmen Hernandez retrouve ses 3 enfants dans un centre d'accueil spécialisé de Montpellier. La scène, filmée par les caméras de surveillance de sécurité, montre une femme brisée par 8 années d'horreur, qui retrouve enfin une raison de vivre. Lucia, Miguel et le petit Antonio se serrent contre leur mère comme s'ils ne voulaient plus jamais la quitter. L'enquête révèle progressivement l'ampleur du réseau criminel dirigé par Jean-Luc Vasseur. Pendant près de 15 ans, de 1992 à 2006, cette organisation a réduit en esclavage plus de 200 travailleurs migrants, générant des profits de plusieurs millions d'euros. Vasseur était le chef d'un réseau qui comptait une vingtaine de complices, recruteurs, gardiens, propriétaires terrain complices, et même des représentants des forces de l'ordre corrompus. Le procès de Jean-Luc Vasseur et de ses complices s'ouvre en septembre 2008 devant la cour d'assises de Montpellier. Carmen Hernandez accepte de témoigner malgré les preuves que cela représente pour elle. Son témoignage, d'une précision troublante, décrit 8 années d'esclavage moderne en plein cœur de l'Europe du XXIe siècle. « Il nous disait que personne ne nous chercherait jamais », déclare-t-elle à la barre, « que nous étions des illégaux, que nos familles nous avaient oubliés. Pendant des années, j'ai cru que c'était vrai. Seuls mes enfants me donnaient la force de continuer à vivre. » Jean-Luc Vasseur est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration, travail forcé, viol et meurtre. Ses principaux complices écopent de peines allant de 8 à 15 ans de prison. Le réseau est totalement démantelé, libérant au total 43 victimes encore retenues dans diverses propriétés de la région. Carmen et ses enfants bénéficient d'un programme de protection et de réinsertion. Après des mois de soins psychologiques, elle décide de rentrer en Espagne pour retrouver sa famille. Sa mère, Rosa Hernandez, alors âgée de 68 ans, découvre non seulement que sa fille est vivante, mais qu'elle est grand-mère de 3 enfants qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir un jour. Le retour de Carmen à Séville, le 15 septembre 2010, exactement 12 ans après son départ, marque la fin d'un cauchemar mais le début d'un long processus de reconstruction. Les enfants, qui n'avaient jamais connu le monde extérieur, découvrent avec émerveillement et terreur à la fois la liberté, l'école, les jeux et surtout l'amour inconditionnel de leur grand-mère. Lucia, la fillette de 7 ans, s'adapte rapidement à sa nouvelle vie. Elle apprend l'espagnol avec une facilité déconcertante et développe une passion pour les livres, comme si elle voulait rattraper toutes les histoires qu'elle n'avait jamais entendues. Miguel, plus traumatisé, reste longtemps mutique, mais trouve refuge dans le dessin, créant des œuvres colorées qui contrastent avec l'horreur de ses premières années. Le petit Antonio, qui n'avait connu que la captivité, s'épanouit littéralement dans sa nouvelle famille. Ses premiers mots sont pour appeler Rosa abuela, grand-mère, et il développe une relation fusionnelle avec cette femme qui représente pour lui la sécurité absolue.
Carmen, elle-même, entreprend une thérapie longue et difficile. Les cicatrices physiques s'estompent, mais les blessures psychologiques mettront des années à guérir. Elle refuse catégoriquement de parler aux médias ou d'écrire un livre sur son expérience. « Je veux que mes enfants grandissent normalement », répète-t-elle. « Je ne veux plus jamais revivre cette époque, même en parole. » En 2012, 2 ans après son retour, Carmen rencontre Manuel, un mécanicien du quartier de Triana qui devient peu à peu une figure paternelle pour ses 3 enfants. Leur mariage civil, célébré discrètement en 2014, marque symboliquement la victoire de la vie sur l'horreur. L'affaire Hernandez provoque une prise de conscience majeure sur le travail forcé en Europe. De nouvelles lois sont votées en France pour mieux protéger les travailleurs saisonniers et un système de contrôle renforcé est mis en place dans les régions agricoles. Carmen devient malgré elle le symbole de ces esclaves modernes que l'Europe préfère ignorer. Sylvain Marchetti, promu capitaine après cette enquête exemplaire, crée une cellule spécialisée dans la lutte contre la traite des êtres humains au sein de la gendarmerie. Il garde un contact régulier avec Carmen et sa famille, veillant discrètement sur leur sécurité et leur intégration. En 2018, 10 ans après le procès, Carmen accepte enfin de s'exprimer publiquement lors d'une conférence sur les droits humains organisée à Séville. Son message est simple mais puissant. L'esclavage n'a pas disparu, il a juste changé de visage. Tant qu'il y aura des gens désespérés cherchant une vie meilleure, il y aura des prédateurs pour les exploiter. Aujourd'hui, Lucia étudie le droit à l'université de Séville, déterminée à devenir avocate pour défendre les victimes de traite. Miguel a développé un talent artistique exceptionnel et expose ses peintures dans les galeries de la ville. Antonio, devenu un adolescent équilibré, rêve de devenir gendarme pour sauver les gens comme maman l'a été. L'histoire de Carmen Hernandez nous rappelle que l'horreur la plus absolue peut côtoyer notre quotidien sans que nous nous en apercevions. Pendant 12 ans, une femme et ses enfants ont survécu à l'enfer à quelques heures de route de nos villes, de nos vacances, de notre insouciance. Leur libération ne doit rien au hasard, mais à la détermination d'un enquêteur qui a refusé de classer une affaire comme tant d'autres. Cette histoire pose une question dérangeante. Combien de Carmen Hernandez attendent encore qu'on les retrouve, quelque part dans nos campagnes, invisibles et oubliées? La réponse à cette question ne dépend que de notre capacité collective à ouvrir les yeux sur ces réalités que nous préférons ignorer. Ce cas nous montre à quel point l'exploitation humaine peut prendre des formes sophistiquées et perdurer des années sans être détectée. Il révèle aussi que derrière chaque disparition inexpliquée peut se cacher une tragédie humaine d'une ampleur insoupçonnée. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette histoire? Avez-vous perçu les signes qui auraient pu alerter plus tôt sur l'existence de ce réseau? Partagez vos réflexions en commentaire. Si vous avez été touché par le courage de Carmen et la détermination de l'enquêteur Marchetti, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires de justice. Ensemble, nous pouvons contribuer à ce que de telles horreurs ne restent plus jamais dans l'ombre.